Ah, le WEC, le championnat du monde d'endurance. Aujourd'hui, il est assez facile à comprendre. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, c'est assez simple de se repérer en endurance prototype. Nous avons tout en haut le WEC avec les 24 heures du Mans. Puis nous avons des championnats continentaux ou nationaux comme le WeatherTech Sports Car Championship aux États-Unis où il y a Sebring et Daytona, ou encore le LMS. Pour européenne, le Mans Series, le championnat d'Europe. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le championnat du monde, le WEC. Le WEC a été créé en 2012, mais le championnat du monde d'endurance est presque aussi vieux que la Formule 1. Il a été créé en 1953. Et pour bien comprendre ce qu'il en est aujourd'hui, il faut bien comprendre ce qui s'est passé avant. Bref, je vais arrêter de vous embrouiller, on va démarrer maintenant parce que c'est assez compliqué. Sur 5, on est à 4 Doliprane. Je vous souhaite une bonne vidéo. Il faut remonter 70 ans en arrière pour trouver le premier championnat du monde d'endurance. Déjà, le contexte de l'époque est très différent d'aujourd'hui. La Seconde Guerre mondiale vient à peine de se terminer et plusieurs championnats sont créés. On pense forcément à la Formule 1 en 1950 ou encore au MotoGP à l'époque 500 en 49. Donc deux gros championnats qu'on ne présente plus aujourd'hui. De plus, en endurance, certaines courses prestigieuses ont vu le jour durant l'entre-deux-guerres et elles reprennent leur histoire petit à petit après la seconde. La plus connue d'entre elles, ce sont bien évidemment les 24 heures du Mans. Lancé en 1923, le double tour d'horloge a repris ses droits en 49. De plus, dans le paysage de l'endurance, une autre course voit le jour en 52, les 12 heures de Sebring en Floride. Cette dernière attire rapidement du monde. Alors là, je vous cite des trucs un petit peu pêle-mêle, ce serait bien d'organiser tout ça. Et c'est exactement l'état d'esprit au début des années 50. La FIA existe déjà comme la CSI, la Commission Sportive Internationale qui est l'ancêtre de la FISA, la Fédération Internationale du Sport Automobile, qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été absorbée par la FIA. Mais ça, c'est un autre débat et il faut que j'arrête de digresser parce que c'est assez compliqué comme ça. Donc il y avait déjà la FIA et la CSI. De plus, les organisateurs des 24 heures du Mans, c'est l'ACO, l'Automobile Club de l'Ouest. Cette dernière gère la réglementation des 24 heures du Mans et la CSI va s'appuyer là-dessus pour créer en 53 le championnat du monde des voitures de sport. La réglementation est similaire aux 24 heures du Mans avec des catégories faites en fonction de la cylindrée des voitures. De plus, pour les points, c'est le même système que la Formule 1 à l'époque. Donc 8 points pour le vainqueur, 6 pour le deuxième, puis 4, 3, 2 et 1 point. Donc le top 6 marque des points. Mais par souci d'équité, seule la meilleure voiture d'un constructeur marque des points pour le championnat. Ouais, parce que bon, si tu termines avec 10 voitures, c'est pas pareil que si tu arrives avec 2 voitures. Même si c'est que la première qui marque des points, t'as plus de chance. Pour la première édition, beaucoup de constructeurs répondent présents. Ferrari, Lancia, Aston Martin, Jaguar, Alfa Romeo, Porsche et j'en passe. Et les meilleurs constructeurs engagent des pilotes de Formule 1. Fangio, Ascari, Farina, Collins, Hawthorne. Bref, à l'époque, c'était normal que les pilotes de Formule 1 courent en endurance. Parce que pour les constructeurs, s'imposer en endurance, ça a autant de valeur que s'imposer en Formule 1. Et pour cette première saison du mondial d'endurance, le calendrier est tout simplement fou furieux. Mieux qu'aujourd'hui. 12 heures de Sebring, la 1000 Emilia, les 24 heures du Mans, les 24 heures de Spa, les 1000 km du Nürburgring sur la Nordschleife, évidemment, le Tourist Trophy et la Carrera Panamericana. Alors, il est beau le calendrier qu'on a en 2023. Enfin, ouais, ça va, hein, il est pas trop mal. Mais il vaut pas celui de 1953. Remis au contexte de l'époque, c'est comme si aujourd'hui on avait les 24 heures de Daytona, les 12 heures de Sebring, les 24 heures de Spa, les 24 heures du Mans, les 24 heures du Nürburgring, les 6 heures de Fuji qu'on porterait à 8 heures, le tout dans la même saison et bien évidemment avec les voitures du WEC. Non, le calendrier de 1953, il est génial. Le 8 mars 1953, à midi, le championnat du monde des voitures de sport est lancé à Sebring. Cette course compte essentiellement des engagés américains. Comme en Formule 1, les équipes européennes ne veulent pas trop traverser l'Atlantique. Phil Waters et John Fitch s'imposent sur leur Cunningham C4R. C4R. Puis la bataille européenne est lancée. Ferrari, Jaguar, Aston Martin et Lancia se tirent la bourre. La Scuderia Denso remporte 3 victoires et décroche le premier titre mondial d'endurance. 3 points devant Aston Martin.
Ferrari poursuit sa domination en 54 en remportant un deuxième titre avec la 375. De plus, l'équipe Ferrari remporte pour la première fois les 24 heures du Mans avec Maurice Trintignant et José Froilán González. Oui, Ferrari avait gagné en 49, mais c'était avec un team privé. Avec des courses, des pilotes et des constructeurs aussi prestigieux, la renommée du championnat du monde d'endurance se porte immédiatement au niveau de la Formule 1. Après, il faut se dire que, justement, avoir pareil constructeur et pareil pilote qui, pour les meilleurs, évolue en Formule 1, ça aide un petit peu. Mais ce n'est pas tout, la magie de l'endurance, c'est faire rouler des champions du monde de Formule 1, comme Fangio, à des pilotes beaucoup plus amateurs, des gentleman drivers qu'on appellerait aujourd'hui. Le tout avec des voitures un petit peu plus artisanales, c'est le charme de l'endurance. Ce qui fait que dans toutes les catégories de cylindrée, la victoire se joue à couteau tiré. En 1955, c'est une bagarre à 3 pour la victoire. Mercedes arrive avec les 300 SLR pour concurrencer les Jaguars et Ferrari. Les flèches d'argent ne sont pas présentes lors des 2 premières courses de la saison, mais débarquent à la Mille Miglia, 3e épreuve du championnat. Elle s'impose immédiatement avec Moss et Jenkinson. Jaguar ne veut pas se laisser faire et compte sur ses types D avec des freins à disque pour contrer les grilles dans la Sarthe. Fangio et Hawthorne se tirent la bourre à un rythme effréné pendant les premières minutes de course. Jusqu'au drame. Plus de 80 morts, c'est le plus gros drame de l'endurance et du sport automobile. Suite à cet accident, Alfred Neubauer, le directeur de l'équipe Mercedes-Benz, se retire de l'épreuve et laisse les Jaguars triompher. Mais les gris s'imposent lors des 2 dernières courses de la saison et prennent le titre mondial, avant de se retirer de la compétition. À l'image de Brown GP en 2009, Mercedes remporte l'unique saison dans laquelle elle participe. Cet accident de 1955 aura beaucoup de répercussions dans le monde du sport automobile. L'ACO change la réglementation en réduisant la taille maximale des cylindrées pour sa course, et Le Mans perd ainsi sa place au calendrier du championnat du monde qui est à nouveau remporté par Ferrari. Mais le nombre de constructeurs a diminué. De plus, le calendrier est réduit à 5 courses. L'endurance mondiale est dans la tourmente. Le championnat du monde d'endurance suit les changements imposés par la CSI et l'ACO. Beaucoup de circuits doivent faire des réaménagements, la taille des cylindrées est limitée à 3 litres et certaines courses mythiques disparaissent. La Mille Miglia disparaît après l'édition de 57. Le Mans revient au calendrier de cette même année, mais le nombre de constructeurs diminue. Ferrari remporte les titres de 57 et 58, mais en 59, Aston Martin stoppe la domination des rouges avec des noms mythiques, comme Stirling Moss ou Carroll Shelby. Ce dernier remporte les 24 heures du Mans avec Roy Salvadori. Mais Aston Martin se retire aussitôt et ne défend pas son titre face à Ferrari qui le retrouve assez facilement. Mais Porsche, présent dans le championnat depuis ses débuts, se montre menaçant. On assiste alors à un duel intéressant entre les deux constructeurs. Porsche s'impose à Sebring avec sa 718, puis à la Targa Florio. Le titre semble acquis aux constructeurs de Stuttgart, mais à la dernière manche, aux 24 heures du Mans, les Porsche cassent et abandonnent, tandis qu'Olivier Jean-Debien et Paul Frère sur Ferrari s'imposent et offrent le titre à la Scuderia. Ils devaient gagner et espérer que Porsche ne marque pas de points. Ouais, c'était chaud pour conserver le titre à Maranello. Il faut croire que ce n'était pas encore l'heure de Porsche. Ferrari remporte un 7e titre mondial en 61 avant que la CSI change les règles du jeu. Depuis le début de son histoire, le championnat du monde d'endurance n'a qu'un seul classement général. Pour le championnat, je parle, peu importe la catégorie. Et à partir de 62, il y a 2 championnats. Un championnat sport, donc les protos, et un championnat GT, un petit peu plus mis en avant. Tellement mis en avant que le nom championnat du monde de voitures de sport disparaît. Oui, dorénavant, il s'appelle International Championship GT for Manufacturers, avec un bon accent. Mais par souci de compréhension, on va continuer de l'appeler championnat du monde d'endurance. C'est plus simple. Et donc, à l'intérieur de l'International Championship GT for Manufacturers, il y a une coupe pour les prototypes qui s'appelle la coupe des prototypes. En fait, s'il y a de tels changements, c'est à cause de l'annexe J de la FIA, une annexe qui à elle seule est responsable de l'augmentation des ventes de Doliprane de 1200%. En fait, depuis 1954, la FIA catégorise les voitures par groupe. Plus précisément, on a 2 catégories qui sont composées de groupes. Au début, on en a 6. Le groupe 1 qui ne sont que de simples voitures de tourisme et le groupe 6 qui sont des prototypes. Mais au début des années 60, ils réforment tout ça, ils ajoutent des précisions. Groupe 1 et groupe 2, c'est le tourisme, la catégorie A. Le groupe 3, c'est le GT qui arrive donc dans le championnat d'endurance et qui représente à lui seul la catégorie B. Et enfin, dans la C, on a le groupe 4 qui sont des voitures de sport, des prototypes. La FIA et la CSI concentrent leurs efforts sur le GT, et donc au calendrier apparaissent des courses bien différentes les unes des autres.
Des courses d'endurance évidemment, mais aussi des courses sprint et des courses de côte, ce qui porte le nombre de courses à 15. Et c'est très difficile à comprendre, toutes les catégories ne se rendent pas sur toutes les courses. Mais ce qui nous intéresse à nous, c'est l'endurance, donc on va se concentrer uniquement sur les courses d'endurance. Pour la faire courte, c'est Ferrari qui remporte les deux championnats en 62 et 63. En revanche, en 64, Porsche s'impose enfin avec sa 904. Bon, il faut dire que cet ensemble de championnats brouille bien les pistes et il n'est pas très populaire. En d'autres termes, la tentative de privilégier les GT n'a pas trop bien marché. Mais suite à cette période compliquée, l'endurance va connaître une période faste. Après un rachat raté de Ferrari, Ford s'engage en endurance et veut remporter les 24 heures du Mans. Ils veulent battre ces satanées voitures rouges qui sont au sommet depuis plus de 10 ans. Pour cela, le constructeur américain y met les moyens. Les GT40 voient le jour et après 2 années de développement en 64 et 65, elles sont fin prêtes pour 66. Carroll Shelby engagera également des Ford après avoir joué les troubles faits avec ses Cobra. Si les constructeurs américains sont revenus, c'est en partie grâce à l'assouplissement des règles techniques concernant les cylindrés. Ouais, les Américains, ils aiment avoir de gros moteurs. Et maintenant, ils peuvent les utiliser en championnat du monde. Donc c'est cool. Et donc, il y a du changement dans notre tableau de groupe. On y retourne. La catégorie A est maintenant constituée des 4 premiers groupes qui ont maintenant des quotas de production. En gros, si tu veux engager ta voiture en sport automobile, en tout cas lors d'une épreuve sanctionnée par la FIA, il faut que tu produises tant d'exemplaires. Le groupe 1 et le groupe 2, c'est le tourisme. Le groupe 3, le GT qui concourt donc en endurance et aux 24 heures du Mans. Les voitures doivent être produites à au moins 500 exemplaires. Le groupe 4, ce sont des voitures de sport considérées encore comme des GT. Puis ensuite, on arrive dans la catégorie B avec le groupe 5 et 6. Ce sont des prototypes qu'on pourrait simplifier en LMP2 et LMP1. Il y a toujours une catégorie C, mais elle ne nous intéresse pas puisqu'il s'agit globalement des monoplaces. Comme ça, c'est plus clair pour tout le monde. En ce qui nous concerne, Ford évolue en groupe 6 avec les GT40 Mark II, puis Mark IV. Donc la plus grosse catégorie en termes de cylindrée. Oui, mais aussi en groupe 4 avec la Mark I. En 65, Ken Miles et Lloyd Ruby infligent une première défaite de marque à Ferrari en remportant les 24 heures de Daytona. Ces dernières font partie du championnat depuis leur création en 62. En revanche, Ferrari vient à bout des Ford dans la Sarthe. Victoire de la 250 LM pilotée par Rindt et Gregory. Ferrari s'adjuge le titre en fin de saison, mais l'armada Ford va redoubler d'efforts en 66. De plus, pour 1966, le championnat du monde d'endurance va faire évoluer sa formule, et qui va mieux correspondre au prototype. Les GT font un pas en arrière et les catégories sont remaniées. Il y a la catégorie P pour prototype, les groupes 6, la catégorie S pour les sports, le groupe 5 et la catégorie GT, le groupe 4. Le tout accompagné des cylindrés. Donc il y a 2 divisions au sein même de ces groupes. Celle supérieure à 2000 cm3 et celle inférieure à 2000 cm3. En tout cas pour le groupe 6 et 5. Donc P et S. C'est compliqué, mais c'est très chiant, c'est très chiant. Mais pour situer, Ford et Ferrari sont dans la catégorie groupe 6, dans la catégorie P, dans la division 1, supérieure à 2000 cm3. Retenez que ça suffira. Dans cette nouvelle ère, on y trouve des voitures mythiques. Évidemment les Ford GT40 contre les Ferrari 330 P4. Mais on retrouvera également des chaparrals qui apportent des innovations très intéressantes, comme les ailerons. Puis on retrouve les Porsche 908, puis 917. Mais justement, n'allons pas trop vite. Cette saison 66 marque la fin de la domination Ferrari. Ford remporte la triple couronne de l'endurance avec Daytona, Sebring et bien sûr, les 24 heures du Mans. Les Américains ont réussi leur pari. Mais en 67, la Ford GT40 Mark IV, ou MK Eve comme j'aime bien l'appeler, est rapide, mais pas autant dominatrice que sa précédente version. A.J. Foyt et Dan Gurney remportent malgré tout les 24 heures du Mans, mais Ferrari reprend le titre mondial en fin de saison. C'était le baroud d'honneur. En 68, les cylindrés redescendent à 3 litres pour des raisons de sécurité. Du coup, la Ford GT40 Mark I, qui gagnait tout en groupe 4, joue maintenant les premiers rôles au général. Celle-ci marquera à jamais le sport auto, notamment avec sa livrée Gulf. En 68 et 69, la Ford se jouera de la concurrence et principalement des Porsche. Il réalise des courses légendaires comme avec Jackie X sous les trompes d'eau de Spa-Francorchamps. D'ailleurs en 68, Jackie X est forfait pour les 24 heures du Mans et c'est donc le duo Pedro Rodriguez et Lucien Bianchi qui s'impose, ce qui permet à Ford de gagner le titre. Mais en 69, les Porsche prennent le dessus. Le visage de l'endurance se modifie peu à peu avec des voitures toujours plus profilées. Les Ferrari 312, les Porsche 308, puis les 917, les Lola T70 ou encore les Matra MS 650.
Lola remporte Daytona, Ford, Sebring et Porsche les autres courses de la saison. Sauf une, les 24 heures du Mans au prix d'un duel mythique qu'on racontera plus tard. Mais au championnat, si c'était serré lors des dernières années, Porsche a dominé les débats et s'impose haut la main. La grande époque de Ford se termine. Dorénavant, les apparitions des Ford GT40 seront beaucoup plus discrètes. Mais si l'aventure des Ford GT40 vous intéresse, je vous conseille d'aller voir la chaîne Le Mans par 86 400, la chaîne de Laurent Chauveau qui a fait une très belle série de vidéos sur les Ford GT40. Puis il a aussi fait d'autres vidéos sur Le Mans que je vous conseille d'aller regarder si vous voulez en apprendre plus. Franchement, je vous mets le lien en description. Les 917 font leur loi à partir de 70. John Wyer, l'ingénieur responsable des succès d'Aston Martin en 59 et de Ford, engage maintenant des Porsche et pour faire simple, si vous voyez des livrets Gulf, ce sont des voitures de John Wyer. De plus, au fil des années, les courses au format non conventionnel se raréfient. Le sport automobile se professionnalise et les courses du calendrier du championnat du monde d'endurance se standardisent à 1000 km. Pour ce qui est des courses classiques, donc Brands Hatch, Spa, Nürburgring. Puis évidemment, il y a les épreuves phares avec les 24 heures du Mans, de Daytona et les 12 heures de Sebring. Porsche s'impose dans la Sarthe avec Hermann et Atwood et décroche une nouvelle fois haut la main le championnat. Après, il faut dire que c'était une armada de voitures de Stuttgart. Mais comme je disais tout à l'heure, si ce n'est que la meilleure voiture qui marque des points, en avoir plein, ça aide un petit peu. La saison 71 est semblable aux deux dernières et on sent que le premier âge d'or de l'endurance est passé. Malgré quelques coups d'éclat douloureux pour Porsche de la part des Alfa Romeo T33, notamment pilotés par Henri Pescarolo, les 917K sont trop performantes. Elles réalisent le triplé et Porsche remporte de nouveau le championnat. Puis, je n'en parle pas, mais en GT aussi, Porsche ne fait que gagner, notamment grâce au redoutable 911. Pour 1912, l'endurance va passer un cap. Les années 70, c'est le grand changement. Le sport auto se professionnalise et les règlements deviennent de plus en plus précis. Depuis les années 60, deux constructeurs français se battent en endurance, mais pas dans la catégorie reine. Je parle d'Alpine et Matra. En 72, le groupe 5 et le groupe 6 fusionnent. Donc à partir de 72, il n'y a plus que deux catégories, les protos et les GT. Donc le groupe 5 et le groupe 4. Et les prototypes sont maintenant limités à 3 litres de cylindrée, ce qui avantage un petit peu Matra. Du coup, il y en a plein qui gueulent. Mais bref, Ferrari reprend le titre plutôt facilement en proto, même si aux 24 heures du Mans, ce sont les Matra qui dominent. Victoire d'Henri Pescarolo et Graham Hill. Il y en a qui ne sont pas contents, mais ce n'est que le début d'une belle période pour Matra. En 73, Pescarolo et Laroux se sont facilement devant, même si les Ferrari 312 ne sont pas loin et raflent quelques succès. D'ailleurs, en 73, il n'y a pas de 12 heures de Sebring au championnat. Les Bleus réitèrent en 74 en remportant 9 courses sur 10. C'est une razzia, mais cette réglementation fait fuir beaucoup de constructeurs. Une bride à 3 litres, ce n'est pas terrible. De plus, après avoir perdu Sebring, c'est Daytona qui s'en va. Du moins pour une année, parce qu'en 75 ils reviennent. Oui, mais pas les protos. Uniquement les GT. Les organisateurs américains ont des règles différentes, plus libres concernant les moteurs. C'est le début de la scission entre l'Europe et les États-Unis en endurance. Puis d'autres courses mythiques disparaissent comme la Targa Florio. Ça change. Et puis surtout, les 24 heures du Mans ne font plus partie du championnat du monde d'endurance. Cette réglementation fait mal. Matra n'est plus présent à partir de 75 et c'est Alfa Romeo qui va dominer. Emmené par Jacques Lafitte et Arturo Merzario, la 33T va remporter 7 courses sur 9. Mais cette année 75 est également marquée par l'engagement des Alpine Renault A441, puis rapidement les A442, qui ont d'ailleurs remporté leur première course en mondial lors des 1000 km du Mugello. Ils ont terminé 3e du championnat, juste derrière Porsche et ses 908-3. Cette période de 72 à 75 fut triste pour l'endurance. La fusion du groupe 6 et du groupe 5 n'a fait du bien qu'à un seul constructeur, Matra. Si Porsche a continué, beaucoup se sont retirés, préférant l'endurance américaine un petit peu plus souple côté règlement. Mais la FIA, la CSI et la CO ont compris leurs erreurs et vont réaménager le championnat à partir de 76 avec le retour des groupes 6. Et cette nouvelle réglementation conduira au groupe C. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. D'ici là, vous savez quoi faire sur la plateforme, vous avez tous les liens en description, mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer l'endurance. À la prochaine. Hop là. Ouh, vous attendez pas une outro aussi courte, mais bon, au moins le après à la prochaine est un petit peu plus profitable. Je sais pas, j'en sais rien. C'est un test que je fais. Vous avez vu, je bois de l'ours.
Je vous mets un lien aussi pour Oli. Là, c'est mon partenaire que je vous ai présenté dans la dernière vidéo, encore une fois que je vous ai représenté dans la dernière vidéo. Donc, si jamais vous voulez me soutenir, allez faire un tour sur leur site. Pas besoin d'acheter, même si je vous conseille parce que c'est très bon et sain et tout. Mais voilà, ça aidera un petit peu, un petit coup de boost. Ouais. Franchement. Non, j'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Je vous laisse pour l'épisode 2. Voilà. J'en dis pas plus. Des bisous.